24, un chiffre presque banal, et pourtant il aura suffi à révéler à toute la France qu'elle avait été dirigée par un traître. En à peine une journée entre l'instant précis où Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, finalisait les derniers détails de sa manœuvre perfide, et celui où Sébastien Lecnu levait le voile devant le monde entier sur une conspiration tapie dans l'ombre de la République, tout a basculé. Ce qui s'est déroulé ce jour-là dépasse de loin ce que l'on croit possible dans une démocratie moderne, un sabotage d'État pensé au sommet du pouvoir affronté par un homme prêt à tout révéler. Ce matin du 15 décembre, 2000 personnes n'avaient pressenti l'onde de choc à venir. Ni Lecnu persuadé d'agir avec honneur au service de la nation, ni l'Élysée, convaincu de maîtriser chaque paramètre, et certainement pas Retailleau qui ignorait encore que son plan aussi froidement calculé soit-il allait s'effondrer spectaculairement sous les yeux de tous. L'histoire commence 3 semaines plus tôt dans les bureaux feutrés du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bruno Retailleau recevait un visiteur qu'il n'attendait pas un émissaire de Marine Le Pen, homme élégant au costume sombre, qui se faisait appeler simplement Monsieur Laurent. Cet homme n'était pas n'importe qui. Ancien membre des services secrets reconverti dans les opérations politiques clandestines, il était le stratège de l'ombre du RN. « Monsieur le ministre », avait dit Laurent en s'installant confortablement dans le fauteuil en cuir face au bureau de Retailleau. « Nous savons que vous n'êtes pas satisfait de votre position dans ce gouvernement. Nous savons aussi que vous avez des ambitions plus hautes. » Laurent avait sorti de sa mallette un dossier épais qu'il avait posé sur le bureau. Nous avons étudié votre parcours, vos déclarations, vos positions. Vous n'êtes pas vraiment à votre place dans ce gouvernement de gauche molle. Retailleau avait ouvert le dossier avec curiosité. Il contenait une analyse détaillée de sa carrière politique, de ses prises de position, de ses ambitions secrètes. C'était troublant de voir à quel point le RN connaissait ses pensées les plus intimes. « Que voulez-vous exactement ?» avait demandé Retailleau, soudain méfiant. Laurent avait souri. « Nous voulons vous proposer un marché qui pourrait changer votre avenir politique de manière radicale. » Le RN lui offrait son soutien inconditionnel pour une future candidature présidentielle, financement de campagne relais médiatique, soutien des élus locaux, tout le package pour faire de lui un candidat crédible à l'Élysée. Plus encore, ils avaient déjà commencé à préparer le terrain, identifiant les circonscriptions gagnables, les alliances possibles, les faiblesses de ses futurs adversaires. « Nous pouvons vous garantir 15% au premier tour, » avait précisé Laurent, « avec une campagne bien menée et nos réseaux. Vous pourriez même accéder au second tour. Imaginez président de la République française en 2000. » L'offre était alléchante. Bruno Retailleau avait toujours rêvé de l'Élysée, mais il savait qu'avec son parti actuel, ses chances étaient quasi nulles. Le RN lui offrait ce qu'aucune autre formation politique ne pouvait lui promettre, une réelle chance d'accéder au pouvoir suprême. En échange, avait précisé Laurent, nous avons besoin d'un service très particulier. Nous voulons que vous sabotiez le cornu de l'intérieur du gouvernement. Retailleau avait sursauté. Saboter le Premier ministre, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez. Laurent avait expliqué la stratégie en détail. Retailleau utiliserait ses prérogatives de ministre de l'Intérieur pour constituer un dossier d'accusation contre le cornu. Pas n'importe quel dossier, un dossier de corruption financière qui détruirait définitivement sa réputation. Le plan était diaboliquement bien pensé. Ils allaient faire croire que le cornu avait reçu des pots de vin de la part d'entreprises chinoises en échange de contrats d'armement. De fausses factures des comptes offshore bidons des témoins achetés. Tout serait fabriqué pour faire tomber le Premier ministre. Nous avons déjà commencé les préparatifs, avait expliqué Laurent en sortant une deuxième chemise de sa mallette. Voici les entreprises chinoises que nous allons impliquer. Voici les montants des prétendus pots de vin. Voici même le scénario des rencontres secrètes où l'argent aurait été échangé. Le dossier était d'un professionnalisme glaçant. Chaque détail avait été pensé. Chaque élément du puzzle était en place. Les dates, les lieux, les sommes, tout était calibré pour paraître crédible. Laurent avait même prévu les questions que pourraient poser les journalistes et les réponses que Retailleau devrait donner. L'opération s'appellera Dragon Rouge, avait-il précisé, un nom de code qui évoque à la fois la Chine et le danger. Retailleau était impressionné malgré lui par la sophistication du plan. Ce n'était pas un montage amateur, c'était une opération d'envergure digne des services secrets. « Et si je refuse ?» avait-il demandé, bien qu'il sentît déjà qu'il était pris au piège.
Laurent avait sorti un dernier dossier de sa mallette beaucoup plus mince que les autres. Nous avons des informations sur vos arrangements financiers personnels avec certains promoteurs immobiliers de votre région. Des informations qui pourraient intéresser la presse et la justice. Le dossier contenait des photos de Bruno Retailleau recevant des enveloppes, des relevés bancaires de comptes non déclarés, des témoignages de promoteurs prêts à parler. C'était du chantage pur et simple, mais d'une efficacité redoutable. Vous avez 48 heures pour réfléchir, avait conclu Laurent en se levant. Après cela, soit vous devenez notre allié et votre avenir est assuré, soit vous devenez notre ennemi et votre passé vous rattrape. À vous de voir. Cette nuit-là, Bruno Retailleau n'avait pas fermé l'œil. Il avait arpenté son bureau, pesant le pour et le contre, calculant les risques et les bénéfices. D'un côté, la perspective de devenir président de la République avec le soutien du RN. De l'autre, la menace de voir sa carrière détruite par ses propres turpitudes. Au petit matin, il avait pris sa décision. Face au choix entre la collaboration avec l'extrême droite et la destruction de sa carrière, Retailleau avait choisi la trahison. Pendant 3 semaines, Bruno Retailleau avait méthodiquement organisé sa conspiration. Utilisant les ressources considérables de son ministère, il avait mobilisé des dizaines de fonctionnaires pour fabriquer un dossier d'accusation contre le Cornu. Le premier volet de l'opération consistait à créer de fausses preuves financières. Retailleau avait fait appel à une société de conseil en informatique dirigée par un sympathisant du RN pour fabriquer de faux virements bancaires. Sur le papier, le Cornu avait reçu 2,8 millions d'euros de la part d'entreprises chinoises entre 2018 et 2023. Le deuxième volet était encore plus pervers, la fabrication de témoignages. Retailleau avait identifié 3 anciens collaborateurs de Le Cornu qui avaient quitté son cabinet en mauvais termes. Grâce à un savant mélange de chantage et de corruption, il les avait convaincus de témoigner contre leur ancien patron. Jean-Marc Durand, ancien conseiller technique, était criblé de dettes après un divorce ruineux. Retailleau lui avait fait miroiter non seulement 500 000 euros pour son témoignage, mais aussi un poste de directeur dans une entreprise publique une fois que lui-même serait arrivé au pouvoir. Sophie Bernstein, ancienne directrice de communication, avait des problèmes avec le fisc qui menaçait de la ruiner. Retailleau lui avait promis de faire effacer ses dettes et de lui garantir l'immunité judiciaire en échange d'un témoignage affirmant que le Cornu lui avait demandé de faire taire certaines enquêtes journalistiques gênantes sur ses finances. Patrick Morel, ancien chauffeur, était sous le coup d'une procédure judiciaire pour violence conjugale. Retailleau lui avait offert un classement sans suite et un emploi fictif, bien payé contre un témoignage détaillé sur les voyages secrets de Le Cornu à l'étranger pour rencontrer ses commanditaires chinois. Chacun de ces témoins avait été soigneusement briefé par les équipes de Laurent. Ils avaient appris par cœur leurs déclarations répétées, leurs réponses aux questions prévisibles, synchroniser leurs versions pour qu'elles soient cohérentes entre elles. C'était un travail de manipulation psychologique d'une précision chirurgicale. Le troisième volet était le plus technique, la création de faux documents administratifs. Bruno Retailleau avait utilisé les services de faussaires professionnels pour créer de fausses autorisations d'exportation d'armes, de fausses notes de frais, de faux ordres de mission. Tout un écosystème documentaire destiné à accréditer la thèse de la corruption. Mais le plus impressionnant était le 4e volet, la campagne de désinformation préparatoire. Retailleau avait coordonné avec les équipes de Laurent le lancement de milliers de comptes factices sur les réseaux sociaux. Ces comptes diffusaient depuis des semaines des rumeurs sur la fortune cachée de l'Ecnus et voyages de luxe, payés par de mystérieux bienfaiteurs asiatiques, son train de vie somptuaire inexplicable au regard de ses revenus officiels. L'objectif était de préparer psychologiquement l'opinion publique à croire au scandale lorsqu'il éclaterait. Lorsque les preuves seraient révélées, les Français auraient l'impression de découvrir la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient déjà. Mais ce que Retailleau ne savait pas, c'est que depuis le début de sa manigance, quelqu'un l'observait avec la plus grande attention. Cette personne, c'était Marie Gauthier, directrice adjointe de la Direction générale de la sécurité intérieure. Femme de 52 ans discrète, mais redoutablement efficace, elle dirigeait la section chargée de la surveillance des menaces intérieures contre la sécurité de l'État. Marie Gauthier avait commencé à s'inquiéter lorsque ses analystes avaient remarqué des consultations anormales de fichiers sensibles par les services de Retailleau, des demandes de renseignements sur des entreprises chinoises, sans rapport avec des enquêtes en cours, des vérifications d'antécédents sur d'anciens collaborateurs du Cornu. Mais ce qui avait vraiment alerté la directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, c'était
le comportement inhabituel de certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Ces informateurs lui rapportaient des réunions secrètes, des déplacements non justifiés, des consultations de bases de données en dehors des heures de service. Quelque chose cloche, avait-elle confié à son adjoint, le commandant Pierre Roussel. Ces recherches n'ont aucun lien avec les missions normales du ministère et surtout pourquoi Bruno Retailleau s'intéresse-t-il autant aux finances personnelles du Cornu. Elle avait alors décidé de faire surveiller discrètement les activités de Retailleau. C'était une décision risquée. Espionner un ministre de la République était un acte d'une gravité exceptionnelle. Mais Marie Gauthier avait l'intuition qu'il se tramait quelque chose de grave. Ses agents avaient installé des micros dans le bureau de Retailleau lors d'une opération nocturne, mis ses téléphones sur écoute avec l'autorisation secrète du Premier ministre qu'elle avait obtenue, sans révéler ses soupçons et suivi ses déplacements grâce à des équipes de surveillance discrètes. Ce qu'elle découvrait jour après jour était proprement stupéfiant. Les enregistrements révélaient que Retailleau était en contact permanent avec Laurent, l'émissaire du RN. Ils se parlaient plusieurs fois par semaine, utilisant des téléphones cryptés qu'ils changeaient régulièrement, se rencontrant dans des lieux secrets, soigneusement choisis, parkings, souterrains, restaurants discrets, de banlieue, appartements de près. « L'opération Dragon Rouge avance bien », disait Retailleau dans une conversation du 8 décembre. « Les faux documents seront prêts la semaine prochaine. Mes 3 témoins sont parfaitement briefés et payés. On pourra lancer l'offensive contre le Cornu quand vous voudrez. »« Parfait, » répondait Laurent. « Marine est impatiente de voir tomber ce Cornu. Il faut qu'il soit définitivement grillé avant les prochaines élections. Nos sondages internes montrent qu'il pourrait être un obstacle majeur à nos ambitions. » Et ces conversations étaient enregistrées et retranscrites mot pour mot par les équipes de Marie Gauthier. Chaque révélation était plus accablante que la précédente. Marie Gauthier constituait discrètement son propre dossier sur les agissements de Bruno Retailleau, photos des rencontres secrètes, enregistrement des conversations compromettantes, preuves de la fabrication des faux documents. Elle rassemblait méthodiquement tous les éléments de la trahison. Le 14 décembre, au soir, Marie Gauthier avait pris une décision lourde de conséquences. Elle allait prévenir le Cornu, quitte à risquer sa propre carrière. L'appel était arrivé à 23 heures. Le Cornu finissait de travailler dans son bureau de Matignon quand son téléphone sécurisé avait sonné. « Monsieur le Premier ministre, ici Marie Gauthier, Direction générale de la Sécurité intérieure. Je dois absolument vous voir cette nuit. C'est une question de sécurité nationale. » 1 heure plus tard, Marie Gauthier était assise en face de lui dans le bureau du Premier ministre, un dossier rouge marqué « Secret défense » posé sur la table. « Monsieur le Premier ministre », avait-elle commencé d'une voix grave, « ce que je vais vous révéler va vous choquer au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Votre ministre de l'Intérieur prépare un coup d'État administratif contre vous. » Le Cornu avait écarquillé les yeux. « Comment cela, un coup d'État ?» Marie Gauthier avait ouvert son dossier et avait commencé à étaler méthodiquement toutes les preuves de la trahison de Retailleau photo, des rencontres secrètes avec Laurent, enregistrement de leurs conversations compromettantes, copie des faux documents fabriqués pour l'incriminer. Bruno Retailleau travaille pour le RN depuis 3 semaines. Il a monté un dossier entièrement faux contre vous avec l'intention de vous faire chuter demain matin lors d'une conférence de presse. Le Cornu découvrait médusé l'ampleur de la conspiration, les fausses preuves de corruption chinoise, les témoignages achetés, les documents truqués. Tout avait été orchestré depuis le ministère de l'Intérieur avec la complicité de l'extrême droite. « Mais pourquoi ?» avait-il demandé. « Parce que vous gênez », avait répondu Marie Gauthier. Votre intégrité, votre popularité, votre refus de toute compromission avec les extrêmes. Tout cela fait de vous un obstacle majeur à leur projet. Ils ont besoin de vous éliminer pour installer leur propre homme à Matignon. Cette révélation avait frappé le Cornu comme un coup de massue. Un de ses propres ministres, un homme en qui il avait confiance, le trahissait depuis des semaines en collaboration avec l'ennemi politique de la République. « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» avait-il demandé. Marie Gauthier avait souri pour la première fois de la soirée. « Je vous conseille de frapper en premier, demain matin avant que Bruno Retailleau puisse révéler son faux dossier. » Le plan qu'elle avait proposé était d'une audace inouïe. Au lieu d'attendre passivement l'attaque de Retailleau, le Cornu prendrait les devants en révélant publiquement la trahison de son ministre. Cette nuit-là avait été la plus longue de la carrière de Le Cornu. Avec l'aide discrète de Marie Gauthier et de quelques agents loyaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure, il avait préparé l'opération la plus délicate de sa vie, démasquer publiquement un ministre traître en direct devant les caméras de télévision.
L'équipe s'était installée dans une salle sécurisée de Matignon. Marie Gauthier avait amené ses meilleurs spécialistes, le commandant Pierre Roussel pour les aspects juridiques, la capitaine Sarah Chen pour l'analyse technique des preuves et l'analyste Julienne Marchand pour le volet renseignement. Nous devons être irréprochables, expliquait Marie Gauthier. Chaque preuve doit être authentifiée, chaque document vérifié, chaque témoignage recoupé. Rétillot va essayer de nous attaquer sur la forme pour éviter de répondre sur le fond. Oh là là, mon liste. Sarah Chen travaillait sur l'aspect technique préparant les analyses informatiques qui prouvaient la fabrication des faux documents. « Regardez ces métadonnées », disait-elle en montrant son écran. Ces prétendus documents officiels chinois ont été créés sur un ordinateur français la semaine dernière. Nous avons même retrouvé l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. Pierre Roussel s'occupait de l'aspect juridique vérifiant que toutes les preuves étaient légalement utilisables. Les écoutes sont autorisées, les filatures sont documentées, les témoignages sont recevables. Rétillot ne pourra pas contester la légalité de notre dossier. Julien Marchand analysait le réseau d'influence du RN préparant des organigrammes détaillés de leurs agents infiltrés. « Ce n'est pas que Bruno Rétillot, expliquait-il. Nous avons identifié au moins 15 autres hauts fonctionnaires qui sont en contact avec leur réseau. C'est une véritable toile d'araignée. » L'équipe avait travaillé toute la nuit pour constituer un dossier d'accusation irréfutable, 300 pages de preuves documentées, vérifiées, authentifiées. Enregistrement des conversations entre Rétillot et les émissaires du RN, photos des rencontres secrètes, preuves de la fabrication des faux documents, témoignages des fonctionnaires contraints de participer au montage. « Monsieur le Premier ministre, » avait dit Marie Gauthier vers 5 heures du matin, « nous avons un dossier en béton. Mais attention, une fois que vous aurez déclenché cette bombe, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? » Le cornu avait regardé cette femme courageuse qui risquait sa carrière pour défendre la République. « Marie, sans vous et votre équipe, la France serait tombée aux mains de l'extrême droite sans même s'en rendre compte. Nous devons le faire pour la démocratie. » À 6 heures du matin, le cornu était prêt. Il avait convoqué une conférence de presse urgente pour 10 heures officiellement pour une communication importante sur la sécurité intérieure. Il avait personnellement appelé Rétillot pour l'inviter à y participer en adoptant un ton inquiet et légèrement mystérieux. « Bruno, j'ai besoin de vous à mes côtés pour cette conférence. J'ai découvert des choses très préoccupantes sur la sécurité de l'État. Votre expertise du ministère de l'Intérieur sera précieuse. » Rétillot, qui ne se doutait de rien, avait accepté avec un empressement à peine dissimulé. Il pensait que c'était l'occasion rêvée de lancer sa propre offensive contre le cornu. Il ignorait qu'il marchait droit vers son propre piège. « Parfait, Sébastien, avait-il répondu avec un sourire dans la voix. J'apporterai d'ailleurs quelques dossiers très intéressants que mes services viennent de finaliser. Je pense que cette conférence marquera effectivement un tournant décisif dans votre mandat. » Il avait raccroché avec une satisfaction non dissimulée, pensant déjà à la manière dont il présenterait son faux dossier d'accusation. Dans quelques heures, il aurait détruit le cornu et pris sa place à Matignon. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Bruno Rétillot avait immédiatement appelé Laurent pour lui annoncer la bonne nouvelle. « L'occasion est parfaite, avait-il dit. Le cornu lui-même me donne la tribune pour l'achever. C'est du pain béni. » Attention, avait prévenu Laurent. Ne sous-estimez jamais un adversaire. Le cornu n'est pas arrivé là par hasard. Tenez-vous-en strictement au plan que nous avons préparé. Ne vous inquiétez pas, avait répondu Rétillot avec une arrogance qui allait lui coûter cher. Dans 3 heures, le cornu sera fini et j'aurai sa place. Marine pourra commencer à préparer 2027 avec son futur Premier ministre. Pendant ce temps, dans les couloirs de Matignon, l'équipe de Marie Gauthier finalisait les derniers préparatifs. Des agents en civil étaient positionnés dans la salle de presse et aux alentours du bâtiment. Des techniciens testaient les équipements de diffusion qui permettraient de projeter en direct les preuves sur les écrans géants. Tout était minutieusement orchestré. « Monsieur le Premier ministre », avait murmuré Marie Gauthier dans l'oreillette du cornu vers 9 heures, « nos équipes sont en place. Si Rétillot tente quoi que ce soit, fuite, violence, destruction de preuves, nous sommes prêts à intervenir. » Ah, monsieur Sumbo aussi Charlie. Le cornu avait hoché la tête, sentant le poids de l'histoire sur ses épaules. Il s'apprêtait à vivre l'un des moments les plus décisifs de sa carrière, peut-être de sa vie.
À 10 heures précises, le Cornu était entré dans la salle de presse de Matignon, suivi de Bruno Retailleau qui affichait un sourire confiant. Le ministre de l'Intérieur portait sous le bras une mallette en cuir noir contenant son faux dossier d'accusation. Il pensait que dans quelques minutes, il aurait détruit le Cornu et pris sa place. L'atmosphère dans la salle était électrique. Plus de 100 journalistes français et correspondants étrangers étaient présents, tous conscients qu'ils allaient assister à un événement majeur. Les caméras de toutes les chaînes de télévision étaient braquées sur l'estrade, les photographes mitraillaient chaque geste des deux hommes. Bruno Retailleau avait discrètement vérifié le contenu de sa mallette une dernière fois, faux virements bancaires, témoignages, bidons, documents truqués. Il avait même préparé une déclaration solennelle expliquant comment ses investigations de routine avaient révélé avec stupeur et dégoût la corruption du Cornu. Il se trompait lourdement. Le Cornu s'était installé derrière le pupitre, avait posé devant lui une chemise rouge marquée confidentielle et regardait l'assistance de journalistes français et étrangers. Son visage était grave déterminé, celui d'un homme prêt à révéler une vérité qui allait choquer la nation. « Mesdames et messieurs, avait-il commencé d'une voix parfaitement calme et chargée d'émotion, j'ai une révélation grave à vous faire. Une révélation qui concerne la sécurité de nos institutions démocratiques et l'avenir même de notre République. Retailleau, assis au premier rang avec sa mallette posée à ses pieds, continuait de sourire, pensant que le Cornu allait annoncer sa propre démission suite aux révélations qu'il comptait faire ensuite. Il avait même préparé mentalement son discours de surprise et de tristesse face à cette découverte inattendue. Hier soir, avait continué le Cornu, j'ai découvert qu'un membre de mon gouvernement trahissait la République française en collaborant secrètement avec l'extrême droite. Le sourire de Retailleau s'était figé. Le Cornu avait ouvert sa chemise rouge et en avait sorti une première photo qu'il montra aux caméras. Voici Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, en compagnie d'un émissaire de Marine Le Pen, le 24 novembre dernier dans un restaurant parisien. Retailleau était devenu livide. Voici, avait continué le Cornu en sortant un deuxième document. L'enregistrement de leur conversation dans laquelle Retailleau accepte de saboter le gouvernement en échange du soutien du RN. L'enregistrement avait été diffusé dans la salle. On entendait distinctement la voix de Bruno Retailleau acceptant de détruire le Cornu de l'intérieur et de fabriquer les preuves nécessaires pour le faire tomber. Les faits avaient été foudroyants. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les caméras se braquaient sur Retailleau qui semblait pétrifié. Pendant 20 minutes, le Cornu avait déroulé méthodiquement toutes les preuves de la trahison de Retailleau. Chaque révélation était accompagnée de preuves visuelles projetées sur les écrans géants installés dans la salle, faux documents fabriqués dans les services du ministère de l'Intérieur, témoignages achetés contre lui, preuves truquées de corruption. Tout y passait avec une précision chirurgicale. Voici les métadonnées de ce prétendu document officiel chinois, expliquait le Cornu en pointant l'écran. Comme vous pouvez le voir, il a été créé sur un ordinateur français le 3 décembre dernier dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. La salle était suspendue à ses lèvres. Même les journalistes les plus expérimentés prenaient des notes frénétiquement comprenant qu'ils assistaient à l'un des plus grands scandales politiques de la Ve République. Voici maintenant les reçus bancaires prouvant que M. Retailleau a versé 500 000 € à Jean-Marc Durand, 300 000 € à Sophie Burstein et 200 000 € à Patrick Morel pour qu'ils témoignent contre moi. Retailleau était livide. Chaque preuve exhibée détruisait un peu plus sa stratégie. Comment le Cornu avait-il pu découvrir tous ces détails? Comment avait-il réussi à percer à jour un plan si minutieusement préparé? Bruno Retailleau avait conclu en se tournant directement vers son ministre. Sa voix tremblant légèrement d'indignation contenue révélait la gravité de ses actes. Le ministère de l'Intérieur avait été transformé en officine de propagande au service de l'extrême droite. Il avait utilisé les ressources de l'État français, l'argent des contribuables, les moyens de la République pour monter un dossier entièrement faux contre le premier ministre légitime de la nation. La salle était dans un silence de cathédrale. On entendait seulement le cliquetis des appareils photo et le grattement frénétique des stylos sur les carnets des journalistes. Retailleau semblait avoir vieilli de 10 ans en 20 minutes. Face aux révélations du Cornu, sa stratégie s'effondrait en direct devant le pays. Je notifie à M. Bruno Retailleau son licenciement immédiat du gouvernement de la République française et je demande au procureur de la République d'ouvrir immédiatement une enquête pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Retailleau avait tenté de se lever pour protester, mais sa voix s'était brisée.
Monsieur le Premier ministre, c'est un malentendu monumental, une manipulation, avait répliqué Rétillot. Le cornu répondit d'une voix ferme. Nous avons 127 heures d'enregistrement de vos conversations avec les agents du RN. Nous avons les preuves financières de votre corruption de fonctionnaires. Nous avons les témoignages des personnes que vous avez contraintes à participer à votre montage. Ce n'est pas un malentendu, c'est de la haute trahison. À ce moment précis, deux hommes en costume sombre s'étaient approchés discrètement de Rétillot. Marie Gauthier avait donné le signal depuis sa salle de contrôle. « Monsieur Rétillot, dit l'un d'eux en montrant discrètement sa carte, nous sommes de la Direction générale de la sécurité intérieure. Nous devons vous demander de nous suivre pour un interrogatoire. » L'ex-ministre regarda autour de lui, cherchant une issue, un soutien, n'importe quoi, mais il était seul face à l'effondrement de ses ambitions. En quelques minutes, il était passé du statut de ministre respecté à celui de traître démasqué en direct devant des millions de Français. Les caméras avaient suivi chaque seconde de son arrestation. Les images de Rétillot quittant la salle menottée, le visage défait, sa mallette de fausses preuves abandonnée par terre, allaient faire le tour du monde en quelques heures. Les conséquences de cette révélation furent immédiates et spectaculaires. Dans l'heure qui avait suivi la conférence de presse, le parquet national antiterroriste ouvrit une enquête pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Bruno Rétillot fut placé en garde à vue dans l'après-midi même. Marine Le Pen elle-même fut mise en cause. Les enregistrements prouvaient qu'elle était personnellement au courant du complot contre le cornu et qu'elle l'avait approuvé. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une leader de l'opposition était poursuivie pour tentative de coup d'État. L'onde de choc dépassa les frontières françaises. Dans toute l'Europe, les médias titraient sur le complot fasciste déjoué en France. L'Union européenne exprimait son soutien total au gouvernement démocratique français. La réaction la plus spectaculaire vint du peuple français lui-même. Dans les heures qui suivirent la révélation, des manifestations spontanées de soutien au cornu s'organisèrent dans toutes les grandes villes. Merci le cornu scandale et manifestants défenseurs de la République. Les sondages montraient un retournement complet de l'opinion publique. En 24 heures, la cote de confiance de l'ECNU avait grimpé de 30 points. L'opinion publique approuvait sa gestion de la crise et le considérait comme un véritable défenseur de la démocratie. 6 mois plus tard, lors du procès de Bruno Rétillot, la justice française prononçait un verdict historique. L'ancienne ministre fut condamnée à 15 ans de prison ferme pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. Marine Le Pen écopa de 10 ans d'inéligibilité pour incitation au coup d'État. Le cornu devint un héros national. Son nom fut inscrit au Panthéon de la République aux côtés des grands défenseurs de la démocratie française. Quand on lui demandait comment il avait trouvé le courage de défier ainsi l'extrême droite, le cornu répondait simplement « Je n'avais pas le choix ». Quand on découvre qu'un traître utilise les institutions républicaines pour servir les ennemis de la République, on a le devoir de le démasquer, quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, quand les historiens évoquent cette période, ils parlent du jour du cornu comme d'un moment fondateur de la démocratie française moderne. Le jour où un homme a eu le courage de dire non à la trahison, non à la collaboration avec l'extrême droite, non à la lâcheté politique. Bruno Rétillot avait cru pouvoir détruire le cornu par la ruse et la manipulation. Il avait sous-estimé la force de l'intégrité et le pouvoir de la vérité. En 24 heures, le chasseur était devenu le chassé, le traître était démasqué et la République était sauvée. Sébastien Lecnu avait sauvé la France d'un coup d'État rampant et ce jour-là, il entra définitivement dans l'histoire de son pays.